Voilà, donc a priori, nous sommes en direct. Voilà, donc juste le temps que moi, je sois bien relié à Facebook, que je vois tout le monde. Voilà, donc pour ceux qui arrivent, bah, faites-nous un petit coucou, c'est grand plaisir. Ah oui, j'ai un écho, comme d'habitude. Voilà. Ok. Donc là, bah, ça a l'air d'être bon. Donc on va pouvoir démarrer tranquillement. Alors, il faut juste que toujours les petits paramètres de départ que j'ai du mal à oublier. Ok. Alors, bah, écoutez, le temps que tout se mette en place, aujourd'hui, on va parler de handicap, d'autonomie et de résilience. Donc on va laisser un peu de temps avant de démarrer complètement, parce que je sais qu'il y a toujours un peu de latence entre le moment où ça démarre et le moment où c'est mis sur Facebook. Je vais voir, tiens, si en même temps je peux, voilà, est-ce que je peux faire ça? Alors, bon, bah écoutez, on va y aller comme ça. Alors, ah non, j'ai des échos de partout, c'est embêtant. Voilà. Bon, bah écoutez, bonjour à tout le monde, après ces petits réglages de départ. Alors, pour commencer, bah, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Agathe Thévenin-Vialet, on va parler avec elle de cécité visuelle. Alors, je ne sais pas si on dit cécité visuelle ou la cécité et le problème de vue. Mais disons, on va parler de handicap, de passer de la partie handicap et de survivre dans son handicap à une pleine autonomie. Et on va parler justement de ce parcours de résilience. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser, Agathe, le plaisir de te présenter à la façon dont tu as envie de te présenter. Yes, ben merci beaucoup. Alors juste, en fait, c'est juste cécité, parce que Ouais. cécité, ça veut dire problème visuel, en fait. Voilà, je sais plus, j'avais regardé, mais Euh, j'ai oublié. voilà. Merci pour le Donc, rappel. je suis une personne atteinte de cécité. Voilà, d'accord. Ça Très clair. marche. Et ben, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Agathe, j'ai 26 ans, je vis aujourd'hui sur Béziers, donc je cuis. Du coup, j'ai ma fenêtre ouverte, donc si vous entendez des oiseaux ou des bruits, c'est normal. Euh, j'ai 26 ans, ça je l'ai dit, donc je suis aveugle total en cécité complète du coup depuis ma naissance. J'ai énormément de passion, la musique, le chant, les livres, les romans policiers, le sport. On verra au terme de dans cette vidéo comment ça se fait, mais la vie m'a amenée à devenir accompagnante parentale pour les parents d'enfants déficients visuels. Donc, je les accompagne à ouvrir les yeux sur ce handicap pour permettre à leur enfant de devenir un adulte autonome et épanoui. Voilà un petit peu pour ma présentation. Ouais. Et j'adore la thématique de ton accompagnement, parce que je trouve ça vraiment inspirant. Alors, justement, pour démarrer, en fait, on va parler donc, avant de parler de résilience, on va parler un peu de handicap. Euh, Toi, en fait, t'as cette cécité depuis la naissance. Hmm. Du coup, parce que je me souviens, c'est que c'est à 3 mois à peu près que tes parents se sont aperçus qu'il y avait un problème au niveau de la vue. Euh, et je dirais globalement dans ton parcours, je vais essayer d'être très large au départ. Quelles sont les 3 grandes étapes? Peut-être qu'il y en a un peu plus, mais si aujourd'hui, par rapport à là où tu en es aujourd'hui, quelles sont les 3 grandes étapes euh, voilà, qui t'ont permis d'arriver à aujourd'hui à ton autonomie complète en fait? Tu parles d'étapes dont je me souviens ou d'étapes dont je ne me souviendrai pas mais qu'on m'a raconté? Comme tu veux. Ça peut être des étapes qu'on t'a racontées peuvent être aussi importantes. Donc là, c'est toi qui vois.
C'est moi qui vois. N'est-ce pas, tu vois? Oui, je sais, je suis un peu visuel, donc j'utilise beaucoup tu vois, donc pardon. Non, je sais, mais je trouve ça génial, au contraire, moi, ça me fait voilà, il était vraiment bien vu. Ouais, c'est les défauts cinétiques verbaux, ça, pardon. Non, non, mais je t'en prie, j'adore et c'était bien vu, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, en fait, on a su, si tu veux, à mes 3 mois, que je suis aveugle de naissance, que j'étais, je sais jamais comment on dit, mais donc on le sait depuis que j'ai 3 mois. Mais en fait, ma mère, c'est à partir de quasiment ma naissance qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que je ne la regardais pas lorsqu'elle m'allaitait. Et j'avais tout le temps les sourcils froncés. Pour cause, c'est que je suis très éblouie par la lumière extérieure. Je ne la vois pas, mais elle me fait mal aux yeux. Donc voilà, donc j'étais très éblouie. Donc à 3 mois, effectivement, ils ont su que j'étais aveugle. Et la première étape de vie qui a fait de moi l'adulte autonome que je suis aujourd'hui, je te dirais qu'elle a apparu à mes 6 mois. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Parce que ma mère, elle me tenait dans les bras. Et c'est une histoire qu'on m'a beaucoup racontée. Elle me tenait dans les bras. Donc j'étais un petit bébé, il faut contextualiser, un bébé tout frisé, avec des grandes billes noires, mais qui ne regardait pas son monde, évidemment, et qui avait les yeux assez froncés. Et du coup, j'avais ma maman qui me tenait dans les bras, ma maman qui est un peu mon portrait craché. Enfin, je suis son portrait craché pour vous imaginer vraiment la scène. Et elle me tenait comme ça en face d'elle et puis elle disait, mais Agathe, qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'une petite fille aveugle? Et en fait, à ce moment-là, je lui ai souri. Et là, elle a compris un truc qui a été fondamental dans notre relation. Elle a compris qu'en fait, c'était moi qui allais lui apprendre. Et que c'était moi, puisque c'était moi qui vivais avec cette déficience visuelle-là. Donc, à partir de ce moment-là, notre relation elle s'est vraiment construite sur un lien particulier et quelque chose d'immuable, en fait, qu'elle a compris. Elle a compris que c'était moi qui allais lui apprendre. Et du coup, dans toutes les étapes de ma vie, quand j'ai eu besoin de quelque chose, je lui ai dit et elle m'a toujours dit « Ok, c'est toi qui sais ». Quand j'ai voulu déménager à 18 ans, par exemple, elle m'a dit « Ok, c'est toi qui sais ». Je le sais depuis que tu as 6 mois. Voilà. Et ça a été ça tout le temps. Tu veux faire un lycée option musique? Ok, c'est toi qui sais. Ah, c'est chouette ça, d'avoir eu des parents très à l'écoute finalement de tes besoins, de tes envies. Ouais. Donc ça, c'était une très grosse étape, si je comprends bien, le fait qu'on t'ait par essence reconnu un peu en termes d'autonomie malgré cette situation en fait. C'est ça. Après, donc ça t'a permis de grandir avec une autonomie, enfin une autonomie qui se construisait au fur et à mesure, évidemment. Oui. Quelles ont été, mettons, les deux autres étapes pour aller un peu plus loin? Je te dirais que la deuxième étape, ça a été mon entrée en 6e. Parce D'accord. que je suis arrivée au collège, alors j'avais pas de canne, parce que je sais pas, je crois qu'elle était cassée. J'avais pas mon matériel spécialisé parce qu'il n'était pas arrivé. J'avais pas d'aide à la vie scolaire parce que les papiers étaient pas. Et donc, je suis rentrée en 6e dans tout ce bordel avec ma mère hyper stressée derrière qui avait pris 6 mois de congé sabbatique. Et en fait, elle avait raison de stresser parce que je suis arrivée en cours de techno, premier cours, tu sais, jeudi matin 8h après la rentrée. Et là, j'ai le prof qui m'a regardée et qui m'a dit je veux pas d'handicapé dans ma classe, tu vas dans le couloir. Wow. Ah oui. Là. Et qui m'a dit je veux pas d'handicapé dans ma classe, tu vas dans le couloir. Ah, d'accord. Oui, donc du coup, déjà, ça a dû. Comment tu as reçu ça? En fait, moi, j'ai pas compris parce que si tu veux, pour moi, j'étais pas handicapée. J'étais aveugle, je le savais parce que je faisais des trucs d'aveugle. Hein. J'allais dans un centre spécialisé pour les aveugles tous les jeudis. J'avais des copains aveugles, je le savais si tu veux, mais j'avais jamais conscientisé que c'était un handicap. Ouais, parce que du coup, pour toi, c'était normal, finalement. Voilà, pour moi, en fait, c'était tout à fait... Ok, j'étais aveugle, mais je jouais comme avec tous les autres gamins qui voyaient. Enfin, j'ai toujours été en inclusion normale, si tu veux, depuis la crèche jusqu'à l'université. J'ai toujours été avec des personnes voyantes et suivie derrière par une institution. Mais si tu veux, pour moi, c'était OK pour tout le monde, quoi. Tu vois, que j'étais handicapée. Il n'y avait aucun problème. Là, je dirais, je comprends que là, on t'a mis une première étiquette sur le dos, quoi. C'est ça. Dit, toi, t'es handicapé. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Voilà. Et donc, ça a été cette étape-là. Tu es handicapé et en plus, il y a des gens méchants sur cette planète, quoi. Tu vois, un prof quand même, surtout quand tu as 11 ans, quoi, tu rentres au collège, les profs, c'est
presque les tout-puissants, il faut les respecter, on te fait tout un laïus dessus en primaire et tout, on t'explique ce que c'est un prof, c'est pas pareil qu'une maîtresse. Oh, toi, tu es un peu impressionné. Et tu te retrouves face à ça, tu te dis quand même, bah waouh, c'est quoi ce bazar, quoi. Et, je vais rebondir là-dessus parce que pour me présenter un petit peu, parce que moi du coup j'ai 54 ans, je suis marié et alors je veux pas dire que c'est un handicap parce que c'est loin de là, mais je suis né avec un bec de lièvre, un nez aplati et une fente palatine, c'est-à-dire que j'ai le palais fendu. Et ce palais fendu, il est toujours là. Ça veut dire qu'il y a de l'air qui circule entre la bouche et le nez. Et avant que je prenne des dizaines d'heures d'orthophonie, je parlais énormément par le nez. Et donc il y a eu ça a duré pas mal d'années entre l'orthophonie. Je me suis mis aussi à l'instrument avant qui m'a pas mal aidé. Et j'ai eu cette histoire-là. Pourtant là j'étais en première ou en terminale. Et en fait un prof s'est mis à se moquer de moi, de ma voix en cours. Ah ouais. Ouais. Et il imitait ma voix nasillarde en cours. Et comme moi, j'étais déjà de nature très timide, très réservée, pendant quelques temps, j'ai subi. Ouais. Déjà, je subissais le fait que moi, j'étais très, très, très complexé par ma voix. Donc, ce qui fait que j'osais pas trop parler. Et il a vraiment fallu un bout de temps avant que j'ose m'imposer, m'affirmer devant ce prof en fait. Ouais. Donc je raconterai pas tout de suite la suite, mais pour dire effectivement qu'il y a des profs qui c'est humain, mais d'un autre côté tu te dis oui mais ce sont des profs, ce sont des éducateurs et qui viennent, qui s'autorisent à aller à te mettre une étiquette, à se moquer de toi. Mais d'un autre côté, je le comprends aussi, même si ce sont des profs, ce sont des humains. Ce sont des humains. Pour moi, ce sont des humains qui ont des peurs, en fait. Exactement. Et la peur de ne pas savoir gérer avec une personne déficiente visuelle, la peur d'avoir un jour un problème physique comme toi et de se dire, putain, les gens ils pourraient se foutre de ma gueule et du coup, voilà. Qu'est-ce que je fais face à ça? Et je réagis mal en fait. Enfin, je dis des peurs comme ça qui sont peut-être pas les peurs réelles qu'avaient ces personnes-là, mais finalement, moi, ce que j'ai compris plus grande, c'était vraiment ça. C'était en fait, il y a des peurs et ces gens-là, ils passent leur peur dans la discrimination, quoi. Ils y passent leur nerf. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc là, tu as eu cette première étiquette d'handicapé qu'on t'a mis sur le dos. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a eu une sorte de, ce que j'appellerais un rouleau compresseur qui a commencé à se mettre en place en termes de rejet, de moquerie ou pas du tout? Alors, il y a eu un rouleau compresseur, mais qui ne s'est pas mis en place de la manière dont il se met en place pour tout le monde. C'est-à-dire que j'ai construit, moi, une carapace énorme et très solide face à ça. Et effectivement, j'ai une prof de maths qui a surenchéri. Plus tard, j'ai des personnes qui m'insultaient de sale aveugle dans la cour, mais je les insultais de sale voyant. Si tu veux, dans l'idée qui était, en fait, je m'en fous, quoi. Tu vois? D'accord, ok. Donc là, tu as réussi, grâce à cette carapace que tu t'es construit, à dire je m'en fous. Ouais, mais ça, c'est la troisième étape. Il y a un jour où la carapace, elle a éclaté. Ouais, je sais, je suis passé par là aussi. Voilà. Et finalement, tu te dis, putain, est-ce que j'ai bien fait de grandir avec cette carapace ou pas? Et du coup, cette carapace, elle a éclaté par quel biais, en fait? Alors, en fait, je suis désolée, je vais devoir parler en deux étapes, mais c'est une seule Je t'en étape. prie. En fait, elle a éclaté, elle a commencé à éclater à un moment donné et elle a fini d'éclater à un autre. Elle a commencé à éclater au moment où je suis arrivée en troisième année de licence de musicologie et où j'étais maltraitée tous les mardis par mon prof de solfège parce que j'étais handicapée, donc nulle. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, il m'a gardée en partiel toute seule pendant 4 heures. 4 heures, hein, c'est long 4 heures. En me faisant des dictées, parce que j'ai fait une licence de musicologie, du coup, en me faisant faire des dictées de notes que je n'arrivais pas à faire, et où en plus, si tu veux, il me stressait. Donc, quand tu es stressé, tu n'arrives plus à rien à faire, hein, tu es tétanisé. Enfin, moi, je suis tétanisée.
Et en me disant, non, mais de toute façon, Agathe, mais t'es nulle, mais t'y arriveras jamais, mais qu'est-ce que t'es nulle, mais qu'est-ce que je m'emmerde avec une étudiante comme toi. Vraiment, la déficience visuelle, ça te réussit pas. Ok. Et là, en fait, ça a été Très sympathique. voilà, très, très adorable, un véritable amour. Et là, si tu veux, j'ai commencé une chute aux enfers parce que je n'en pouvais plus, en fait, de subir des remarques comme ça. Et ça a été la remarque de trop qui m'a fait partir en dépression. Donc, D'accord. j'ai voilà, une très, très grosse dépression. Et en fait, cette carapace, elle a fini de se briser le jour où, du coup, après cette licence de musicologie, après avoir compris que mon handicap, il était social autant que visuel et que mon problème, c'était la société, ben, j'ai voulu pallier à ça en faisant des études de moniteur-éducateur. Et en faisant ces études de moniteur-éducateur, je suis allée voir un psy pour pouvoir ben, lâcher tout ce que j'avais à lâcher parce que je sentais bien que je ne pouvais pas être éduque en étant aussi véhémente envers la société. Donc, du coup, je suis allée voir une psy, et à ce moment-là, en fait, j'ai fait éclater cette carapace que ce n'était pas ma faute, ce que je subissais, mais la faute de la société et que moi, je n'y pouvais rien si j'étais en situation de handicap. Par rapport à ce que je vous ai raconté là, mais aussi par rapport à des choses familiales qui se passaient autour de moi et qui étaient quand même très difficiles à vivre, des mots qui m'étaient adressés et qui n'auraient jamais dû m'être adressés à moi, parce que j'y peux rien si je suis handicapée. Et en fait, cette carapace, elle s'est fissurée à ce moment-là. Donc, je te dirais en 2018. Donc, c'est assez récent quand même. D'accord. Et Ok, ok. j'ai commencé à vivre, en fait, vraiment. D'accord. Donc là, ça, en fait, t'as eu, euh, tu t'es pris deux claques un peu, si je comprends bien, parce qu'il y avait la partie musicologie où bah, on t'a dit que tu pouvais pas aller plus loin. C'est ça. Et après, il y avait la partie éduc où tu as voulu y aller, mais tu t'es aperçu que c'était pas possible non plus. C'est ça? Alors, si, j'ai fait éduc, mais si tu veux, c'était pas possible de faire éduc sans me faire accompagner moi-même psychologiquement parce que j'avais peur D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. des personnes que j'accompagnais, tu vois. Et donc, du coup, c'est en me rendant compte de ça que je suis allée voir un psy et du coup, je me suis pris cette claque-là qui m'a arraché ma carapace. D'accord. Ok. Ok, ouais. Alors, c'est vrai que les carapaces, moi, je sais que je m'en suis aussi construit une. Bah oui, parce que comme on se moquait de moi, que j'étais très timide, que j'osais pas répondre, etc. Bah moi, je me suis construit une carapace de, de celui qui ressent rien, en fait. Ouais, Je me suis celui- coupé moi, des émotions. ouais. Je me suis coupé de mes émotions complètement. Et tiens, on va voir, quel était ton moyen défensif, ou ce que j'appelle, quelle était ta réaction, même si on a une carapace, quand il y a des mots ou des comportements vis-à-vis de toi qui déclenchent un peu le fait que bon bah voilà, t'es pas normal entre guillemets. Les autres te disent que t'es pas normal. Comment toi tu réagissais? En fait, je réagissais pas en face de la personne. C'est-à-dire que j'étais incapable de réagir en face de la personne, complètement inhibée, ce qui ne me ressemble pas. Au demeurant, j'ai toujours été quelqu'un d'assez extraverti. Et après, je sortais de la pièce et je pleurais toutes les larmes de mon corps et j'insultais la personne et j'attendais que ça passe. Et après, je D'accord. disais, ouais, lui, c'est un con, ça va, quoi. Ok, d'accord. Je te posais la question parce que moi, en fait, je me suis aperçu, bah, quand j'ai travaillé sur moi beaucoup de temps après, euh, moi, en fait, je me suis aperçu que mon moyen de défense, c'était l'humour et la dérision. Ouais, C'est-à-dire que euh, même si j'avais une carapace, le fait qu'on se moque de moi, ça me faisait vivre bah, ce qu'on appelle du rejet. Et j'avais trouvé un moyen excellent qui était de partir dans la dérision, l'autodérision, en fait, dans l'humour, pour en fait changer le focus de la situation. C'est-à-dire que quand on se moquait de moi, bah, c'était de moi qu'on rigole. Alors que si je mettais de l'humour dessus, c'est eh comme ça que oui. je le vivais, c'était on se moquait plus ou on rigolait plus de moi, mais de l'humour que je distillais. Voilà un peu le. Ok, d'accord. Euh, ok, et du coup, donc toi, euh, tu as réalisé que finalement, il fallait que tu te fasses accompagner en édu, mais du coup, t'as voulu continuer comme ça ou Bah écoute, une fois que la carapace, elle s'est enlevée, en fait, je me suis sentie plus libre que jamais. Donc oui, j'ai pu continuer.
j'ai continué dans mon diplôme d'éduc que j'ai validé haut la main, avec brio, tranquillement, sans trop de difficultés. Et en fait, c'est en faisant ce diplôme d'éduc que j'ai fait un stage, si tu veux, un stage mais vraiment long, dans un centre d'accueil médico-social précoce. C'est pour des enfants qui sont en situation de déficience intellectuelle, mais des enfants de 0 à 6 ans qui sont accompagnés avec leur famille. Et en faisant ce stage, je me suis aperçue qu'on accompagnait énormément les enfants en situation de handicap qui en ont besoin. Et du coup, ils ont de l'orthophonie, ils ont de la kiné, de la psychomote, des bébés nageurs, et en même temps de la puéricultrice et de l'oralité, etc., etc., etc. Et au final, on a les parents qui les accompagnaient, que moi je les voyais les accompagner dans les prises en charge, et même dans les prises en charge éducatives qui étaient là, qui amenaient leurs enfants de droite à gauche, de prise en charge en prise en charge. Et en fait, on regardait leurs enfants, et puis nous, on n'a pas le budget, on n'a pas les moyens, on n'a pas le droit. Si tu veux, l'ARS, c'est pas quelque chose que l'Agence régionale de santé, c'est pas quelque chose qui prend en compte l'accompagnement des parents. Et du coup, on se retrouvait face à des parents qui étaient en détresse totale et qui déclinaient. Et du coup, des parents qui déclinent, et ben, ça fait des enfants qui déclinent. Forcément. Voilà, forcément. Et du coup, moi, je me suis dit, putain, en fait, j'ai envie d'aller dans l'accompagnement des parents et pas des enfants. Parce que ça accompagnera l'enfant, en fait. C'est parce qu'en même temps de ça, j'ai une petite sœur et du coup, je me suis passionnée pour l'éducation. J'ai une petite sœur qui a 5 ans aujourd'hui. Et je me suis passionnée pour l'éducation. J'ai lu un livre notamment de Isabelle Filiosa qui s'appelle Au cœur des émotions de l'enfant. Et j'ai vu que, en fait, comment les enfants étaient éduqués aujourd'hui, c'était pas du tout quelque chose de bien, dans le sens où toutes les nouvelles recherches en neurosciences n'étaient pas prises en compte. Et je trouvais ça quand même hyper dommage. Enfin, je me suis dit, merde, on se rend compte que le cerveau de l'enfant, il n'est pas mature. On se rend compte qu'il ne fait pas des caprices, mais qu'il exprime des émotions. On se rend compte que être respectueux de l'enfant, c'est comprendre son besoin pour pouvoir répondre au mieux et de l'accompagner à ses émotions plutôt que de lui foutre une claque et de le mettre dans sa chambre. Et en fait, les gens, ils n'ont pas les moyens d'appliquer ça, ils sont paumés. Et moi, j'ai envie de défendre les droits de l'enfant. Et donc, du coup, le meilleur moyen d'accompagner l'enfant, à cet instant-là, c'était d'accompagner le parent, pour moi. Et ce qui est toujours vrai. Et à côté de ça, j'ai une amie déficiente visuelle qui, malheureusement, s'est suicidée. De maladies psychiatriques, mais aussi de son handicap visuel qui n'a jamais été accepté par elle-même, par sa famille. Enfin, je ne dis pas que c'est acceptable, mais en tout cas, personne n'a réussi à faire avec. Et du coup, ça l'a mené à des détresses psychologiques qui l'ont mené finalement au suicide. Et j'étais la dernière personne qu'elle a appelée. Et ça a été un peu dur à vivre. Je me suis dit, merde, quand même, il y a du progrès à faire pour que les déficients visuels soient acceptés comme ils sont aujourd'hui. Et j'ai mis tout ça, voilà, ça fait sa tambouille dans ma tête. Et j'en ai pas eu conscience au départ qu'il y a tout ça qui m'a accompagnée, tu vois. J'en ai pas eu conscience. Et toi, tu me fais penser à quelqu'un, d'ailleurs, tu me fais énormément penser à quelqu'un au niveau de ta voix. C'est pour ça, hier, j'ai pas eu trop de réactions parce que ça m'a vachement émue. Mon premier amour qui est décédé aujourd'hui, qui était déficient visuel et qui avait la même chose que toi et qui, en plus de ça, avait un cancer du cerveau et qui donc avait perdu un œil et qui est décédé malheureusement. Et grâce à lui, je me suis dit que, en fait, il fallait vivre la vie qu'on avait envie de vivre et que la vie ne nous attendait pas. Il est parti à l'âge de 19 ans. C'est quand même très jeune. Et tu vois, tu m'as remis ça en tête. J'ai beaucoup pensé à lui cette nuit. En entendant ta voix, en fait, vous avez la même façon de parler, tu sais, à cause de la fente palatine. Et je me suis dit, merde, mais c'est vrai que lui aussi, il a joué un vrai rôle quoi, dans ma vie. Et en fait, tout ça, ça a fait ça tambouille dans ma tête. Et du coup, je suis désolée, c'est un peu brouillon, mais je suis un peu comme ça. Non, mais je t'en prie. Et en fait, ça a fait sa tambouille et je me suis dit que j'allais devenir accompagnante parentale pour les parents d'enfants, au départ en situation de handicap. Et du coup, j'ai créé mon entreprise. Je me suis formée en tant qu'accompagnante parentale pour avoir plus d'informations sur l'enfance. Et puis, j'ai pris ce suicide de mon ami. J'ai pris, je pense, inconsciemment la mort de mon premier amour. J'ai pris tout mon vécu de musicologie de mon rêve d'être prof de musique qui m'a été enlevé, en fait, qui m'est passé sous le nez parce que j'étais aveugle et donc je suis devenue victime de la société. J'ai pris le fait qu'on n'accompagnait pas les enfants, qu'on n'accompagnait pas les parents d'enfants en situation de handicap et j'ai pris cette éducation respectueuse de l'enfant, j'en ai fait ma tambouille, j'en ai créé mon métier.
au départ pour accompagner tous les parents d'enfants en situation de handicap. Et puis, je me suis aperçue que ce qui me faisait vibrer, c'était d'accompagner les parents d'enfants déficients visuels. Donc, j'ai D'accord. commencé en septembre 2020 et puis voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Bah écoute, je suis très touché par ton histoire, sincèrement. Et bravo à toi de réussir à le prendre un peu comme ça. Et puis, justement, ça va nous permettre un peu de parler de résilience. Et c'est vrai que dans mon parcours, parce que moi, j'ai commencé le développement personnel quoi, en 2012, mais vraiment en 2014, mais ça a commencé un petit peu en 2012, donc c'est assez récent. J'avais quoi? J'avais 42 ans. Donc j'ai traîné mon complexe, etc., ma timidité pendant ouais, un peu moins de 30 ans, donc ce qui est beaucoup. Et dans, dans, euh, dans mes recherches, dans mes changements, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un truc essentiel, et tu en as très bien parlé, c'est justement les émotions. Parce que une anecdote que je raconte souvent, quand j'ai rencontré ma femme avec qui on est mariés maintenant depuis 23 ans, si je ne me trompe pas, euh, et en fait au début où on se connaissait, quand elle me faisait des cadeaux, j'étais dans l'incapacité d'exprimer ce que je ressentais. C'est-à-dire que je disais tout juste un merci et c'est elle qui après me posait la question pour me dire est-ce que ça te plaît? Parce que c'était pas que je ne voulais pas, je ne savais pas. Ouais, tu savais pas, ouais. En fait, c'est vrai qu'on est dans une société. Euh, alors moi, je parle par rapport à la période où moi j'ai été éduqué, mais je pense qu'il n'y a pas trop de changement de ce côté-là. C'est Non. que on n'est pas dans une société où la sensibilité, la vulnérabilité, les émotions, tout ça font partie du package de la communication. Parce que Non, mais souvent, bah, on entend les parents qui disent aux garçons, allez, fais pas ta fillette, arrête de pleurer. Ou aux filles, on leur dit, bon, arrête de chouiner tout le temps. Alors qu'en fait, derrière, il y a des besoins. C'est pas, on pleure pas pour pleurer. C'est qu'il y a un besoin. Et, euh, et c'est là aussi que euh, les émotions, en fait, exprimer ses émotions, j'ai appris que c'était la plus grande peur de l'être humain. Souvent, on dit que c'est la peur de mourir, etc. Mais de facto, on mourra. D'accord? Donc, on l'accepte ou pas, ça c'est encore une chose. Mais alors que les émotions, c'est vraiment quelque chose qu'on n'ose pas faire. Parce qu'on est toujours en train de se dire, oui, mais qu'est-ce que l'autre va penser? Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Et du coup, c'est vrai qu'en plus, quand tu as des parents avec des enfants avec un handicap quel qu'il soit, bah, à mon avis, ils vivent tellement d'émotions que si on leur donne pas l'opportunité de vider leur sac, d'exprimer ce qu'ils ressentent, ça va être assez difficile pour eux. Je sais pas, toi qui as l'expérience à ce niveau-là, je sais pas comment ça se passe dans tes accompagnements, mais je pense qu'il y aura une partie justement de vidage de sac, comme je le dirais, un peu de façon très simplifiée. en fait, oui, oui, tu as tout à fait raison. Si je reviens à moi d'un premier abord, je te dirais que ça me parle beaucoup ce que tu dis par rapport aux émotions parce que moi, on disait tout le temps, waouh, Agathe, elle est super souriante, c'est incroyable, c'est vraiment une enfant ou une ado souriante, il y a rien qui peut l'atteindre, quoi. Tu vois? On disait souvent ça. Et c'est vrai que je réagissais pas par l'humour comme toi, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, là, face aux personnes qui étaient pas très sympathiques avec moi. Mais j'ai toujours fait beaucoup d'humour, un petit peu surtout après coup, tu vois. Et ma mère m'a toujours dit, mais tu as eu un sens de l'humour dès toute petite, en fait, qui est inouï. Et ça m'a beaucoup servi dans le sens où voilà, je suis une gamine très souriante, etc. Et à côté de ça, j'étais très sensible et il y avait beaucoup de choses qui m'atteignaient. Et j'ai un frère qui a 18 mois de plus que moi, avec qui je suis assez fusionnelle et qui me disait tout le temps, il voyait dès que j'étais fatiguée, il disait ah, toi, tu vas te mettre à pleurer. C'était hyper pénible, tu vois, ce genre de choses. Et tout le monde qui me disait, ouais, mais dans ma famille, tu vois, au contraire, me disait, ouais, mais toi, tu as un caractère de cochon, tu pleures pour rien, etc. Et du coup, c'est vrai, le ravalement, en fait, de ces émotions-là. Et c'était assez. Je m'en étais pas rendu compte de prime abord, en fait, parce que je m'étais dit, bah, c'est normal, enfin, tu vois, c'est quelque chose, voilà, je le vis comme ça. Et en fait, petit à petit,
c'est en faisant ma formation d'accompagnante parentale, en fait, où il y avait tout un module sur les émotions. Et bien, pour apprendre aux parents, en fait, à les vivre. Et moi, j'irais plus loin que toi. Les exprimer, c'est important, mais les accueillir, c'est encore plus important de les exprimer, de pouvoir permettre à l'émotion de circuler en soi. Et en fait, c'est grâce à cet accompagnement-là, pour moi, accompagner les parents, que j'ai compris que j'avais des émotions, que j'ai compris ce que c'était qu'une émotion, physiologiquement au départ, et puis après physiquement, et puis psychologiquement, et puis dans tout ce que c'est une émotion. Et en fait, j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est incroyable tout ce qu'on vit, et on n'a pas conscience de vivre tout ça, mais pourtant c'est fou. Et à partir de là, et ben, j'ai commencé à m'accompagner moi émotionnellement, et j'ai trouvé ça tellement important qu'en fait, c'est effectivement la première chose que je fais dans mes accompagnements parentaux aujourd'hui. Le cœur de l'accompagnement, qui est le premier truc, la première séance, c'est OK, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Et du coup, j'accompagne le parent à vivre différemment ses émotions, à les exprimer, à les accueillir. Et effectivement, il y a énormément d'émotions à accueillir et à vivre, en fait, parce qu'il y a cette culpabilité d'avoir mis au monde un enfant différent qui est parfois là. Il y a cette colère de vivre quelque chose de différent des autres parents. Il y a ces peurs, mais des peurs, mais en nombre incalculable, des peurs de se dire mais waouh, mais mon enfant, comment il va faire en fait en tant qu'adulte, parce que statistiquement, un aveugle ne trouve pas de travail. Statistiquement, un aveugle ou un déficient visuel, quand je dis un aveugle, c'est vraiment un déficient visuel, c'est juste que le terme aveugle me parle plus et il est plus court à dire que déficient visuel. Mais oui, je t'en prie. Je parle aussi des malvoyants. Je le précise pour des personnes qui seraient là en live, je parle aussi des malvoyants. Quand je parle d'aveugle, c'est vrai que je parle aussi des personnes qui voient ne serait-ce qu'un petit peu. Voilà, un aveugle, statistiquement, il n'a pas de boulot, on s'imagine qu'il n'a pas de vie sexuelle, qu'il n'a pas de vie affective, qu'il n'a pas de vie en fait. La cécité, c'est un des handicaps qui te coupe le plus du monde, statistiquement aussi, parce que tu ne peux pas conduire, donc tu ne peux pas vraiment te déplacer, tu ne peux pas être indépendant. Donc, face à ça, le parent, il est triste, il a peur, il est en colère, et c'est compliqué. Enfin, pour lui de vivre tout ça, ça fait comme un amalgame dans son corps. Moi, j'imagine du ventre au cœur, là, dans tout le diaphragme, une espèce de bloc de béton. Il faut le sortir, ce bloc de béton, quoi. Pour remplacer par d'autres choses et par ok, ça veut dire quoi cette peur pour toi? Pourquoi tu as cette peur-là? Qu'est-ce qu'elle est due à quoi? Comment est-ce que tu peux y pallier? Comment est-ce que tu vois? Mais exprimer cette émotion, c'est de trouver ensuite, après l'avoir exprimé, des solutions quoi pour le parent. Ouais, je te rejoins, merci pour ça. Et c'est vrai que par rapport aux émotions, et justement, je voudrais rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'accueil. Moi, dans mon accompagnement, j'ai vraiment un des piliers principaux qui est justement l'apprentissage des émotions. Et en fait, pour moi, il y a justement, si je veux décrire un peu les étapes que moi j'utilise, il y a d'abord l'observation de soi. C'est-à-dire, c'est comment tu te sens. Parce que des fois, moi je me souviens au début, c'était mais c'est quoi tes émotions? Je sais pas. Oui, oui, bien sûr. Et après, c'est quand tu commences à percevoir des choses dans ton corps, des trucs, c'est justement aller dans l'accueil. Ouais. L'accueil de ce qui est. Et après, c'est l'acceptation. Parce que des fois, on est triste, mais on n'a pas envie d'être triste. On n'a pas envie de pleurer parce que on verse pas, c'est pas le moment de verser sa larme, il y a du monde, qu'est-ce qu'ils vont dire, et justement c'est d'accepter ce qui est là et puis de dire je m'en fous, c'est mon besoin à moi. Là j'ai besoin d'exprimer ma tristesse. Alors on dit pas de faire comme les gamins, de faire un caprice et de se rouler par terre, mais si on doit pleurer, on doit pleurer. Et tu sais, quand j'ai travaillé sur moi, je me suis souvenu d'un truc qui me reste parce que j'en parle souvent, parce que c'est vraiment quand j'en reparle, c'est tellement hallucinant. Imagine que voilà, tu regardes un film ou mettons que tu es avec des gens. On va pas parler de films parce que bon, malheureusement, tu peux pas voir les films, mais pour donner une image, imagine tu es avec des gens, tu parles de certaines choses, et puis subitement tu as envie de pleurer. D'accord? Oui, ouais. Et là, tu regardes à gauche et à droite, où tu essayes de sentir que les gens ne t'en regardent pas, pour dire allez, je vais essuyer mes larmes, vite pour pas que ça se voit. D'accord? Et moi j'étais dans une scène un peu comme ça, en regardant la télé, je regardais un film, et
subitement, il y a eu une scène qui m'a envahi, j'ai eu besoin de pleurer et j'ai regardé à gauche, à droite pour essuyer ma larme et pour pas que ça se voit. Ouais. Le truc, c'est que cette scène-là, elle se passait chez moi, tout seul. Ah ouais. D'accord? Tellement chez moi, c'était ancré que il fallait surtout pas montrer, parce que montrer ses émotions, c'est montrer un peu sa sensibilité, c'est montrer sa vulnérabilité, et on est dans un monde où on n'a pas le droit. Enfin, les autres nous disent, t'as pas le droit d'être vulnérable, t'as pas Ouais. le droit d'être dans ta sensibilité. Mais c'est vrai. Moi, je me souviendrai toujours de ce jour-là et à la fois, ça m'a fait plaisir. À la fois, je me suis dit, merde, comment elle va grandir? Je regardais Roxy Rookie avec ma petite sœur qui avait 4 ans à l'époque. C'était pas, c'est ma petite sœur qui a 16 ans aujourd'hui, c'est pas celle qui a 5 ans, donc c'était pas si récent. Et moi, j'étais ado et on regardait Roxy Rookie ensemble. Je sais pas si tu as déjà vu ce dessin animé. Oui, oui, oui. Donc, entre le renard et le chien. Et tu sais, le moment où elle dépose le renard là où elle le redépose, où elle est obligée de l'emmener dans la forêt alors Oui. qu'elle a adopté. Et ce moment, il est super triste. Et moi, je pleurais. Mais vraiment, je pleurais devant ce film avec ma petite sœur dans les bras et c'était moi qui pleurais. Et en fait, c'est ma petite sœur qui me disait, mais Agathe, faut pas pleurer, c'est qu'un film. Et à la fois, je Ouais, me suis mais, dit, c'est chouette, tu vois, elle a du recul sur la situation. À la fois, je me suis dit, mais merde, quoi, si déjà à 4 ans, elle me dit qu'il faut pas pleurer, qu'est-ce que ça va être plus tard? Et ouais. c'est bon, c'est ancré, quoi. C'est vraiment ancré. Alors moi, j'ai cet avantage de ne pas regarder à gauche, à droite, parce qu'en fait, c'est très simple quand tu ne vois pas. Les gens, comme ils ne savent pas si tu vois, comme ils ne savent pas si moi je vois qu'ils me voient, ils ne font pas de réaction s'ils ne me connaissent pas. Donc en fait, au D'accord. cinéma, je peux pleurer en toute liberté. De toute façon, les gens voient. Assurant. Ouais, et c'est ça qui est impressionnant là, avec les émotions, parce que une fois que tu apprends à exprimer tes émotions, ça ouvre tellement de portes à d'autres choses. Enfin, moi, je parle vraiment d'expérience. Moi, ça m'a permis de savoir exprimer mes besoins, mes envies, de savoir Communiquer. exprimer que l'autre me dérange, Ouais. savoir lui faire comprendre que bah voilà, là, tu es un peu rentré dans mon territoire. Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça se reproduise pas ou différemment? Mais c'est ça, pour moi, ça veut dire entrer dans sa zone de vulnérabilité, dans sa sensibilité, pour être en capacité d'exprimer ce que tu ressens. Mm. Et, en fait, pour du coup aujourd'hui, au regard de ton parcours, euh, comment comment tu vis ton histoire aujourd'hui? Comment tu intègres ton histoire passée par rapport à aujourd'hui? Aujourd'hui, je me dis que j'ai beaucoup de chance de vivre tout ça parce que je ne vivrais pas ce que je suis en train de vivre aujourd'hui sinon. Donc, D'accord. j'ai énormément de gratitude envers ce que j'ai vécu et j'ai pas de regrets. D'accord. Mais justement, cette faculté d'être dans la gratitude par rapport à ton histoire, ça a été comme ça dès le début, ou il y a eu des phases d'apprentissage pour te dire, ah bah oui, quand même, cette histoire, bah voilà, ça, j'ai de la gratitude par rapport à ça, ou comment tu as Alors, en fait, vécu? si tu veux, sur l'instant T, c'est quand je vivais l'histoire en elle-même, mais moi, ça a toujours été comme ça. Quand je vis l'histoire en elle-même, quand on m'a dit non, tu ne continueras pas en master de musicologie, tu ne pourras pas faire prof, effectivement, je n'ai pas dit oh, mais quelle gratitude. Non, là, Ouais, voilà, j'étais dans la dépression. Mais à partir du moment où j'ai commencé à me sortir de ça, je me suis dit ok, en fait, Agathe, ce que tu as vécu, c'est parce que tu devais le vivre et parce que ta place, elle n'est pas là. Voilà. Et une fois que j'ai trouvé ma place, là, j'ai commencé à ressentir de la gratitude. d'accord. Et euh, qu'est-ce que tu dirais à des personnes, ou à des parents, par exemple, qui ont des enfants en situation de handicap, euh, pour les aider justement à être dans cette, on va pas dire dans cette gratitude, parce que là, je dirais, c'est la finalité, mais Oui. comment tu pourras les aider à aller sur ce cheminement de la résilience, d'accepter ce qui est en fait finalement. Alors, déjà, la première chose que je fais, c'est que je déconstruis le fait d'accepter ce qui est.
et je leur dis qu'ils ont le droit d'accepter de ne pas accepter ce qui est. Ça, c'est... Ça, c'est très beau, ça. Ouais. Parce que tout n'est pas acceptable et que si la cécité, pour toi, le parent, c'est tellement un problème, ou le handicap, quel qu'il soit, c'est tellement un problème aujourd'hui pour toi que ça te met énormément de peur, énormément de colère, énormément de tristesse, d'émotions désagréables. Je pourrais toujours te dire que ces émotions, elles sont hyper utiles, mais là, tout de suite, ça va pas te parler. Alors que si je te dis, OK, dis-toi que tu as le droit juste de ressentir ça et que tu as le droit de ne pas accepter, lâche, en fait. Lâche prise. Et ben, la vie, elle va faire le reste pour toi. De toute façon, quoi qu'il en soit, elle va faire le reste. Et tu n'es pas obligé d'accepter, mais tu peux juste apprendre à faire avec dans un premier temps. Et peut-être que l'acceptation, elle viendra au final, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 mois, j'en sais rien. Mais ce n'est pas le plus important, en fait, d'accepter. Le plus important, c'est de pouvoir vivre et de pouvoir ressentir de la joie dans des moments de ton quotidien et de pouvoir profiter de cette joie et pas de vivre avec cette tristesse que tu ne devrais pas avoir le droit de vivre sous prétexte qu'il faut que tu acceptes le handicap de ton enfant, parce que si tu ne l'acceptes pas, tu es un mauvais parent. Tu vois? Pour D'accord. moi, le premier pas, il est là. D'accord, c'est super ça, le droit de ne pas accepter ce qui est. J'aime bien, je ne l'avais pas pris comme ça, mais je le retiens, je l'ai noté. Et justement, tu as peut-être des fois des parents qui sont complètement là-dedans, c'est-à-dire qui sont dans la culpabilité de la situation de leur enfant et qui en font peut-être une honte. Comment, si tu as déjà eu ce genre de choses, comment tu les amènes dans leur parcours justement? Alors en fait, on parle de cette culpabilité et on essaie de comprendre ce qu'elle protège chez le parent, cette culpabilité. Parce qu'en général, la culpabilité, elle protège, elle protège de peur, elle protège de choses conscientes ou inconscientes que le parent aurait du mal à exprimer. Et elle protège aussi de soi, tu sais, du fameux c'est ma faute, en fait. C'est ma Oui. faute. Donc si c'est ma faute, je ne suis pas une bonne personne, donc vaut mieux que je ressens de la culpabilité, c'est toujours mieux. Et du coup, en fait, on prend le temps, voilà, de savoir quel est le rôle de cette culpabilité et de la remercier d'avoir été là, parce qu'elle nous a protégés un temps. Et maintenant, après, on lui dit, en fait, on l'accueille, si tu veux, comme une émotion finalement, parce que c'est un sentiment, la culpabilité, qui est un mélange d'émotions et Tout à d'imaginaire. fait. Et en fait, du coup, on voit qu'est-ce que le parent il ressent. C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. On voit qu'est-ce que le parent il ressent. Ensuite, on l'accueille. Et ensuite, on lui dit, OK, merci. Maintenant, de quoi j'ai besoin, en fait, pour ne plus être culpabilisé? Est-ce que j'ai besoin juste d'entendre d'une personne extérieure, comme d'un accompagnement parental, que c'est pas parce que mon micro-ondes a fui que mon enfant est déficient visuel? Ça, c'est ma propre histoire. Mais c'est vrai, ma mère, elle avait dit à mon médecin, ma fille, elle est aveugle parce que mon micro-ondes, il a fui, c'est de ma faute. Rien à voir, tu vois. C'est une maladie génétique. Ça n'a aucun rapport. Mais est-ce que tu as besoin d'entendre? Est-ce que tu as besoin de le vivre autrement? Est-ce que tu as besoin d'exprimer cette culpabilité à ton enfant, de lui dire que tu te sens désolé et que ce n'est pas de ta faute, mais que tu te sens désolé quand même? Quel est ton besoin en fait derrière? Est-ce que tu as besoin de toi de retrouver une légitimité en toi? Et voilà, c'est comme ça en fait, parce qu'après avoir répondu à ce besoin, c'est pas magique, hein, mais la culpabilité, elle passe petit à petit, et quand tu comprends son rôle, c'est plus facile de lui dire au revoir ou merci. Ouais, c'est super ça. C'est vrai que ça me fait penser aussi au fait que l'avantage justement de se faire accompagner dans ce genre de situation, où, je dirais, quelle que soit la problématique que tu puisses avoir, c'est parfois, je trouve que déjà, le fait que de t'entendre dire tout haut ce que tu penses en Ouais. cachette, et que tu peux penser que c'est honteux de penser ça, bah des fois, le simple fait de le dire, tu te dis, ah ouais, je pense ça, mais c'est complètement faux. C'est pas ça. Et du coup, des fois, ça te permet de lâcher. C'est ce que j'appelle un accompagnement patate de forain. Parce que tu sais, voilà, la claque dans la gueule qui se prend, quoi, le parent, en disant la chose, en disant, mais en fait, j'ai le droit de lâcher ça. Et là, en Ouais. général, le parent, il dit plus rien jusqu'à la fin de l'accompagnement. Là, il n'y a que toi qui parles, parce qu'il n'est plus en capacité de parler. Donc, soit tu laisses et puis tu dis, on se revoit la semaine prochaine. Et il te dit oui ou non. Ou alors, il te pose des questions, ou alors tu es là pour accueillir s'il a besoin. Mais ouais, c'est vraiment l'accompagnement patate de forain, quoi. C'est le Ouais. moment où... Et, et c'est là, je trouve aussi, c'est je dirais, la puissance de l'accompagnant, c'est aussi parfois, quand ton client est en capacité de l'entendre, c'est de dire, ok, tu as dit ça, mais qu'est-ce que tu ressens là en Ouais. l'ayant dit?
et justement d'aller au bout de créer finalement un espace où on s'autorise à dire tout ce qu'on a en soi, même les trucs que finalement on n'oserait pas se dire à soi parce qu'on trouve que c'est honteux, parce qu'on trouve que par rapport à la croyance de la famille ou du monde que bah, c'est pas correct. Et du coup, des fois, c'est ce qui crée des croyances. Des croyances qui sont pas bonnes pour soi, pour sa relation aux autres aussi. Tout à fait. Ok, et je dirais, pour toi, si tu avais une définition finalement à parler, puisqu'on parle de résilience, on n'a pas trop abordé directement cette partie-là, un petit peu, c'est quoi vraiment pour toi la résilience? Pour moi, la résilience, c'est être capable de se dire que ce qui doit arriver arrive et que ça n'arrive jamais pour rien. Et c'est in fine cette fameuse gratitude c'est le chemin vers cette gratitude en fait, de se dire waouh, en fait c'est incroyable que j'ai pu tout ça dans ma vie. Et le chemin du coup c'est de vivre ce que tu es en train de vivre et de t'autoriser à vivre toutes ces émotions, de t'autoriser à vivre tous ces sentiments et d'en faire quelque chose après en fait. En les vivant, ça a des répercussions partout comme tu l'as dit, d'exprimer ses émotions et de se permettre de les accueillir, ça fait que tu réponds mieux à tes besoins. Donc, quand tu réponds mieux à tes besoins, tu es plus en forme, tu es mieux avec toi-même, en fait. Et puis, tu es en capacité de dire merde à l'autre, hein, clairement. Et en fait, quand tu as cette force-là, ça devient plus facile de faire de tes épreuves une force, finalement, et de te dire, OK, comment je vais faire pour toi, malgré ce que je suis en train de vivre. D'accord. Est-ce que je peux dire que c'est finalement trouver au final le cadeau qui se trouve derrière? C'est ça. D'accord. Et comment tes clients, les personnes que tu accompagnes, pour ceux qui sont déjà arrivés à cette étape-là, euh, comment ils trouvent le cadeau? Le cadeau, enfin, comment ils le perçoivent? S'ils le perçoivent, comment ils l'appréhendent? Parce que c'est vrai que des fois, tu dis, attends, c'est quoi le cadeau de voir mon enfant qui a cet handicap? Il n'y a pas de cadeau, hein, c'est absurde. En fait, c'est difficile ta question parce que ça dépend du parent. Mais tu vois, j'utilise ce terme, je l'ai dit en début de vidéo, j'aide les parents à ouvrir les yeux sur ce handicap. En fait, c'est exactement ce qu'ils me disent. Et tous, hein, c'est unanime, ils me disent, en fait, Agathe, tu m'as ouvert les yeux sur le fait que mon enfant n'est pas qu'un enfant aveugle et qu'il est un enfant juste extraordinaire de par son adaptation et qu'on va vivre des choses extraordinaires dans notre vie grâce à son handicap visuel. Tu vois, en général, c'est comme ça que ça s'exprime. Et c'est vrai que ça me fait penser à une réflexion que j'avais eue, c'est que finalement, la notion de handicap, qui c'est qui l'a créée? C'est les gens dits normaux, d'une certaine façon. Oui, mais pour moi, tu sais, on est en situation de handicap parce qu'on est en situation de handicap par rapport à la société. Oui. Moi, si tu viens dans mon bureau, j'ai mon iPad, il n'a pas de... Mon téléphone, là, qui est en face de moi, sur lequel je te parle, l'écran, il est désactivé parce que je m'en fous d'avoir l'écran et ça économise ma batterie. Mon ordi, il est en braille et mon iPad, c'est pareil. Et en plus, ils parlent tous les deux avec une synthèse vocale à 100%. Donc, si tu viens travailler dans ces conditions-là, tu vas être sacrément en situation de handicap, tu vas devoir écrire en braille ou alors te servir d'un écran avec VoiceOver dont tu ne sais pas te servir avec l'écran désactivé. Donc, c'est toi qui vas être en situation de handicap, c'est plus moi. Oui, oui. Non, mais c'est pour ça que et je trouve, il y a des fois, je trouve des réactions en termes de, ouais, on va dire que c'est un peu des réactions politiques, où ils instaurent, allez, non, maintenant, on va plus parler de handicap, on va parler, alors je sais plus quel terme ils utilisaient, des personnes en situation de difficulté ou en situation de handicap, enfin, je sais plus. Et des fois, j'ai l'impression que le monde moderne essaye de justifier la façon dont il catégorise les gens, et entre autres les gens dits handicapés. Et c'est ça qui est parfois un peu hallucinant à mon sens. Mais bon, faut faire avec, comme on dit. Et Ouais, malheureusement.
et c'est triste, mais je suis d'accord avec toi, c'est exactement ce qui se passe, hein. C'est comment faire pour que ça passe mieux. Mmh. Mais tu sais, alors je voudrais pas me comparer parce que loin de là, mais je me suis retrouvé là pendant 6 semaines, la jambe dans le plâtre. Oui. D'accord? Alors, je vais pas aller à dire que c'est une situation de handicap, loin de là, Et pour le coup mais aussi. mais sur le coup, c'était un handi et c'était, une très bonne leçon par rapport à ça, de me dire: «Ah oui», parce que du coup, j'ai été obligé de changer toute ma façon de me déplacer. Eh ben oui. Et donc c'était riche d'enseignements pour ça, de me dire et c'est là aussi de me dire: «Ah oui, la vie, en un instant, elle peut basculer de C'est ça. façon temporaire ou de façon définitive». Et c'est en ça que finalement, heu, moi je dis: il y a on doit se respecter les uns les autres tels que l'on est parce qu'on peut tous se retrouver dans la situation du voisin. À quelque chose près. C'est, ouais, c'est vraiment, je trouve, des belles leçons de vie, des fois, les situations qu'on vit, en fait. Heu, Si aujourd'hui, si tu avais, je dirais 3 à 5 clés, pour aider des parents qui regarderaient cette vidéo et dont les enfants sont, en situation de handicap, quelles seraient, voilà, 3 à 5 clés que tu pourrais, partager pour les aider à passer un premier pas sur l'acceptation de ce qui n'est pas ou d'accepter d'avoir le droit de ne pas accepter ce qui est pardon. Hem, c'est difficile parce que je donne vraiment les clés en fonction du parent. La première, c'est, de prendre le temps de vivre les choses. Je vais parler en toi, toi le parent du coup. La première chose, c'est d'apprendre à vivre les choses pour toi, parce que si toi-même tu t'accompagnes pas, tu vas avoir du mal à accompagner ton enfant, quelles que soient ses difficultés, quelles que soient ses facilités. Un enfant, elle a besoin d'un parent en forme et d'un parent qui soit OK avec le fait d'accepter ou de ne pas accepter ou d'être dans ce tourbillon de l'acceptation, de la non-acceptation, de l'acceptation. Euh, euh, il a besoin d'un parent qui soit un pilier pour lui, un roc. Et donc, la première clé, ça va être de faire en sorte de toi être bien dans tes baskets pour pouvoir ensuite bien accompagner ton enfant, être bien dans ses baskets. La deuxième clé, ça va être de te dire que effectivement ton enfant ne pourra peut-être pas faire pilote d'avion, il pourra peut-être pas faire pompier ou certains métiers, mais que par contre, au lieu de regarder ce qu'il peut pas faire, je t'invite à regarder tout ce qu'il peut faire. Et en fait, moi, si je vois pas avec mes yeux, je vois autrement, je vois énergétiquement, je vois avec mon cœur, je vois avec mon âme, je vois avec mes oreilles, je vois avec mes mains. Et je pense que finalement, je vois beaucoup plus de choses que ce que toi, tu pourrais juste voir avec tes yeux, parce que tu n'es pas forcément concentré sur le reste. Ouais, d'accord. Mmh. Et la troisième clé, je te dirais de laisser la vie t'offrir ce qu'elle a à t'offrir sans trop te demander ce qui va se passer demain. Parce que de toute façon, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain. Donc tu peux être inquiet, hein, tu peux être anxieux, tu peux être euh, anxieux pour demain, mais au final, ça va servir à rien parce que ça va jamais se passer comme tu as prévu que ça se passera. La preuve, tu as un enfant qui est en situation de handicap, de déficience visuelle et tu t'y attendais pas. Et la vie, elle est pleine de surprises. Donc, moi, je t'invite à essayer de lâcher ces anxiétés pour demain et à t'occuper de ce qui va se passer aujourd'hui. Et en fait, en t'occupant émotionnellement de toi et émotionnellement de ton enfant sur ce qui se passe aujourd'hui, eh ben, tu lui donnes les clés et tu te donnes les clés pour mieux vivre ce qui va se passer demain. Voilà, je dirais que c'est mes trois clés. Ah non, j'adore tes 3 clés et pour revenir à ces 3 clés, justement, vivre les choses pour toi, ça me fait penser à la notion que moi j'appelle apprendre à se choisir. Dans le Oui, sens où, à un moment donné, bah, il faut prendre conscience que on se doit d'être la personne la plus importante au monde, au-delà de son mari, son conjoint, ses enfants, son poisson rouge, peu importe, parce que on ne peut pas accompagner les autres à, à se dépasser, à les accompagner dans leurs difficultés si toi, tu n'es même pas capable de prendre soin de tes besoins. c'est ça. Et ça, c'est ouais, une bonne leçon. Euh, et j'aime bien aussi le fait de regarder ce qu'il peut faire. Parce que c'est vrai que l'être humain adore voir le verre à moitié vide. Ah oui.
Et donc, ouais, c'est bien ça. Et puis, bah, finalement, laisser la vie t'offrir ce qu'elle a à t'offrir, bah, c'est accepter finalement d'être là, dans le moment présent, d'une certaine façon, si je le reprends avec mes propres mots, pour avancer pas à pas, parce que c'est vrai que si, comme on dit, hein, si tu vois la montagne en face de toi, bah, t'as pas envie d'y aller, alors que si tu vois les premiers petits pas que tu peux faire, ça va être beaucoup plus facile. Je crois que tu connais Cannes, Magne, les 100 prochains mètres. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que tu fais dans les 100 prochains mètres pour avancer en toute sécurité avec toi. Ok, super, Agathe. Euh, on arrive à peu près 1 heure de live. Qu'est-ce que tu aurais comme partage par rapport à des livres ou des audios que tu aurais écoutés, peu importe, et qui pourraient aider les parents ou les personnes qui regardent ce live? Alors moi, ça va être des grands classiques, hein, mais il y a des livres qui m'ont quand même énormément parlé. Je te dirais, d'un point de vue développement personnel, je conseille à tout le monde les 4 accords Toltec. Mm. Parce que quand même, c'est très, très parlant. Voilà. Je conseillerais aussi Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal, qui est, il est inouï ce livre. Et franchement, tu vois, cette troisième clé là d'être dans l'instant présent, bah moi, ils m'aident beaucoup chaque jour à être dans l'instant présent. Et puis, je conseillerais un livre sur la communication non violente de Marshall Rosenberg. Les mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres. Peut-être que j'écorche un peu le titre, mais j'essaierai de le retrouver et de le mettre en commentaire. Que je trouve qu'il aide énormément dans la relation à soi par rapport aux autres. Et enfin, bref, moi, il m'a vraiment énormément parlé. Je conseillerais le podcast qui s'appelle Salut, ça va, qui est D'accord. d'une fille qui était à la base il y a 10 ans youtubeuse beauté, je ne suis pas jolie, et qui a créé ce podcast sur la santé mentale. Et il y a notamment un épisode sur l'anxiété qui est criant de vérité. Et voilà, la première saison est incroyable. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées et c'est une manière de parler facilement des émotions, des sentiments, et avec une psychologue et clinicienne qui fait des thérapies comportementales, des TCC, des thérapies brèves. Voilà, et moi ça m'a énormément parlé, ça m'a aidé aussi dans ma pratique, à ajuster un petit peu ma pratique à des moments sur certains termes, etc. Et puis si tu es parent, je ne saurais que te conseiller le livre Au cœur des émotions de l'enfant de Isabelle Filiosa, qui va te faire voir les émotions de l'enfant d'un autre œil, et Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguen, qui va aussi te faire voir l'éducation de ton enfant d'un œil complètement neuf. Et je suis désolée d'avance du chamboulement que tu risques de vivre en lisant ce livre. Il est difficile parce qu'il est scientifique, il parle du cerveau, donc j'invite tout le monde à le lire en plusieurs fois et à faire des pauses, quitte à lire 10 pages par 10 pages, mais c'est un vrai chamboulement de comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un tout petit pour après l'accompagner au mieux en tant que parent. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais merci pour ces partages, c'est super. Mais c'est vrai que euh, en t'écoutant, ça me faisait penser aussi au fait que finalement, ce qu'une personne en situation de handicap va pouvoir faire dans sa vie va être extrêmement lié à l'environnement qu'elle va avoir. Je me souviens avoir croisé un DJ qui n'avait pas de bras. Et donc, il faisait tout avec ses jambes et ses pieds. Ouais. Donc, il manipulait, donc à l'époque, c'était pas les CD, c'était des disques vinyles, mais il manipulait les platines et quand tu le voyais faire, tu te dis, ok. Même moi, valide, je savais pas faire tout ce qu'il faisait en termes de manipulation des boutons. Et c'est vrai que, et c'est comme l'autre fois, j'ai vu, donc là, c'est sur YouTube, une pilote d'avion. Alors, je sais plus quel handicap elle a, mais elle est handicapée et elle est pilote d'avion. Alors, pas d'avion en ligne, hein, mais elle pilote des avions. Je crois qu'elle fait même des acrobaties. Et donc, je dirais que finalement, tout est possible. Oui. Et tout est possible, tout dépend justement des croyances qu'on t'a mis ou pas dans ta jeunesse et dans ta vie en général, en fait. Et tout dépend les barrières Mm. ouais, Ouais. que toi tu mets à ton enfant ou qu'il se met lui-même, mais tout est défonçable. Hein. Tu sais, des éduques aveugles, on est 2 ou 3 en France. Et mon métier n'existe pas. Donc, les gens, ils me disent, tu sais, les sarcastiques, ils te disent, ouais, mais du coup, si tu n'avais pas inventé ton métier, tu n'aurais pas de travail. Mais en fait, qu'est-ce que t'en sais?
Tu sais pas, j'ai Ouais. même pas cherché du travail. Donc, je peux pas savoir si j'aurais du travail ou pas. J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. En attendant, j'en ai pas cherché. J'ai inventé mon métier. Donc, c'est voilà. Eh ben, c'est d'autant plus bien. De toute façon, qui a dit que le travail devait être absolument en tant que salarié? Voilà. Je sais pas, mais Non, mais c'est bravo. Moi, je suis vraiment admiratif de ton parcours, de cette grande résilience que tu as su avoir, qui te permet justement aujourd'hui d'être la belle personne que tu es, qui finalement fait un peu comme moi. Tu accompagnes les personnes à traverser les difficultés que toi tu as traversées. Là, tu accompagnes les parents pour les aider, pour aider leurs enfants à traverser ces difficultés-là. Et moi, je trouve ça beau en fait. Je trouve plus en ça beau. plus, moi, d'accompagner. Je me pose là parce qu'au moins c'est posé dans la matière, mais ça me fait penser à ce que tu me dis. J'ai de plus en plus envie d'accompagner aussi des personnes qui deviennent déficientes visuelles. Alors, il n'y a pas ce monde de l'enfance, donc c'est pour ça que je m'y penche moins pour l'instant. Mais des adultes qui deviennent déficients visuels, je me dis que j'en ai beaucoup qui me suivent sur les réseaux et je me dis qu'il y a quelque chose à faire quand même pour eux aussi. Et que c'est dommage de les laisser sur le côté et de leur dire bah, démerde-toi avec le reste de ta vie, quoi. Ouais, Ça c'est me fait ça. de plus en plus dans la tête aussi. Non, mais c'est bien de pouvoir. Moi, tu sais, c'est un peu pareil hein, parce que moi maintenant, j'accompagne les personnes complexées à sortir de leur complexe, de leur honte, de ce qu'ils sont pour s'accepter comme ils sont, avec ou sans handicap. Euh, et c'est vrai que c'est. Moi, il m'a fallu tout un, comment dire, tout un parcours avant de finalement de me dire. Allez, c'est bon, t'as fait le tour. Autorise-toi à aller accompagner les gens qui ont ton parcours, en fait, un peu, entre guillemets, quoi. Parce que finalement, c'est ça que c'est toujours challengeant, je trouve, de dire, tiens, je vais accompagner des personnes dans mon parcours, Ouais, mon départ. Mais c'est là qu'on est les meilleurs, en fait, hein, parce que tu sais ce que l'autre peut traverser, et ça aide énormément, en fait. tout à fait. Ok, Agathe, je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu voulais partager, ajouter, sur lesquelles je t'ai pas interrogé ou que tu as envie d'ajouter. Non, je vais remettre cette croyance dans la tête de tout le monde que tout est possible. Voilà, il Mhm. suffit de le vouloir. Et quand tu veux quelque chose, et après, tu te donnes les moyens de l'obtenir. Et je souhaite ça à tout le monde, handicapé, pas handicapé, Ouais. n'importe qui passe par là, de réaliser ses rêves, en fait. Mm. Et, super. Et j'ajouterais en fait que vous qui nous regardez, autorisez-vous à demander de l'aide. Parce que ça, je sais que c'était un truc que, mais j'ai longtemps refusé de l'aide parce que je vais me débrouiller, je vais y arriver. Ouais, ça marche, hein. Mais alors, c'était super long. Ouais, Super long, j'ai fait beaucoup d'erreurs que j'aurais pu éviter en étant accompagné, déjà, dès le départ. Et donc, autorisez-vous à trouver la bonne personne qui vous convient, déjà pour vous écouter, déjà. Et puis après, la personne qui peut vous accompagner, aller là où vous voulez aller de façon bienveillante, de façon en étant en sécurité, dans le respect de votre personne, parce que ça change la vie. tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Ok, bah écoutez, euh, merci de votre écoute, merci de ceux qui vont regarder le live en replay et surtout, bah, si vous avez des questions par rapport à l'accompagnement d'Agathe, bah, venez les poser là ou allez directement sur le compte d'Agathe pour aller l'interroger sur ce qu'elle fait, sur comment elle pourrait Tout à fait. vous accompagner, à accompagner votre enfant. Voilà, pour vous aider à voir le bon côté de ce que peut faire votre enfant, de prendre soin de vous aussi en parallèle. Donc n'hésitez pas à aller rencontrer Agathe, une femme exceptionnelle, je trouve. Euh, voilà. Donc c'est le mot de la fin. Voilà, je suis aussi ému. Je suis ému de ce partage, Agathe. Je te remercie d'avoir accepté cet échange, Merci euh, à toi. je dois le dire, est
la première intervention que je fais avec une personne ayant un handicap, je me mettais un peu des appréhensions et en fait, non, tu vois, comme quoi on se met des croyances. Et j'ai trouvé que c'était très enrichissant. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi de me l'avoir donné. Ok. Sur ce, nous vous quittons. Agathe, je te garde en coulisses, comme on dit, et je te dis à tout de suite et à bientôt pour tout le monde. Voilà.